Manon et moi, on est arrivés à Toulouse fin 2019 sans se connaître, et on y est reparti ensemble 3 ans plus tard, début 2023. C'est un peu le cœur lourd qu'on quittait les villes roses, mais on avait entre quelques confinements pressenti le besoin de changer un peu d'air. En fait, ça faisait déjà un petit moment que l'idée de partir explorer l'Asie me trottait dans la tête. Quand des potes me montraient leurs photos de vacances de l'autre bout du monde, je me jurais de voir ça un jour de mes propres yeux. Et il se trouve qu'à cet instant de nos vies avec Manon, tous les critères étaient réunis pour une telle expérience. C'est pourquoi, quelques mois plus tôt, on achetait 2 billets d'avion pour la Thaïlande qui nous promettaient de partir découvrir l'Asie du Sud-Est ensemble. À vrai dire, on savait pas grand-chose de ce continent. On partait même un peu aveuglement, mais c'est ce qui rendait ce projet vraiment excitant. Et puis, le jour du grand départ est arrivé. On a donc rempli nos sacs à dos du strict nécessaire, et puis on s'est envolé. Comment la vie s'organise dans cette région du monde ? Quelle culture, quel paysage, quel visage on allait croiser en chemin ? On se posait tant de questions dont la quête des réponses tracerait notre itinéraire une fois sur place. Sous vos yeux s'apprête donc à défiler tout ce que les nôtres ont eu la chance d'admirer pendant 4 mois. Des recoins les plus insoupçonnés, aux paysages les plus extraordinaires. Pour nos premiers pas en Asie, la Thaïlande et sa capitale Bangkok nous ont réservé un accueil auquel on s'attendait pas du tout. En fait, chaque odeur, chaque son, chaque perspective était pour nous totalement nouvelle et insoupçonnée. La ville entière était un spectacle. Par son désordre si singulier, chaque rue, aussi insignifiante paraît-elle au premier abord, raconte sa propre histoire. Littéralement tout bouge, tout vit, tout déborde d'effervescence. Là où on était stupéfait, c'est que peu importe où on regardait, il se passait toujours quelque chose. C'est une ville qui s'arrête jamais de vivre, qui bouillonne constamment, et c'est ce qui la rend si fascinante. Sur les marchés, les odeurs de fruits tropicaux et de viande séchée se mélangent à celles de l'essence. Je vous assure que ça donne un parfum que jusqu'ici on n'a toujours pas oublié. Et puis à la tombée de la nuit, les odeurs se dissipent, et la ville reprend peu à peu son calme. Enfin, ça c'est ce qu'on croyait. Ouais, parce qu'on a vite compris qu'en fait, Bangkok ne dormait jamais vraiment. Dans ce quartier de Khao San, très apprécié des touristes du monde entier, on peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Tout semble être permis. Et bien sûr, on n'a pas manqué d'en profiter un peu. Ah oui, et pour avoir séjourné dans une guest house pas très loin de cet endroit, on peut vous dire que ça s'arrête pas de la nuit. Mais au milieu de cette atmosphère chaotique, Bangkok n'oublie pas ses traditions ancestrales. La capitale compte plus de 400 temples bouddhistes. Ils sont pour la plupart de véritables chefs-d'œuvre architecturaux. Chaque ornement, aussi infime soit-il, raconte une partie de l'histoire du bouddhisme et de la Thaïlande. Les odeurs, parfois nauséabondes de la rue, laissent place ici à des effluves d'encens. Et malgré les foules, le calme règne. De l'autre côté de la ville, on est parti dénicher un peu de verdure au cœur de cette forêt de béton, le parc Lumpini. Aux abords de son lac, des dizaines de varans lézardent. Mais le plus frappant a été la traversée de Bangkok, où on a constaté une fracture sociale flagrante. Un autre visage de Bangkok s'est dévoilé à nous, loin des clichés et de l'image qu'on se fait de la capitale. Alors certes, le chaos persiste, mais le paysage urbain, entre ces gigantesques centres commerciaux et gratte-ciel, est vertigineux. Ce court séjour dans la capitale était ultra intense et nous aura offert la plus euphorisante des immersions. On n'était pas du tout préparé à être submergé de sensations comme on l'a été, et ça en disait long sur toutes les surprises que l'Asie nous réservait pour la suite.
En recherche d'un vent de fraîcheur, on a aveuglement sauté dans le premier train vers l'ouest du pays. On savait littéralement pas où on allait, mais c'est dans la petite ville de Ratchaburi qu'on a remis nos sacs sur le dos. Ici, le passage de touristes est manifestement rare. C'est en tout cas ce que nous ont très vite fait pressentir les habitants qui semblaient ébahis par notre compagnie. Pourtant, pas très loin d'ici, le tourisme bat son plein. Tous, comme nous, viennent s'immerger dans le traditionnel et ancestral commerce sur l'eau. Si cet emblématique marché flottant est devenu un poil superficiel au fil du temps, on a tout de même adoré cette expérience. Elle marquera la fin de notre escapade dans la province, qui nous a projetés dans une dimension dont on se souviendra. C'est ensuite en direction de l'île de Kokude, qui avoisine la frontière cambodgienne, que nous avons mis les voiles. C'est ici qu'on a fait du scooter pour la première fois. Bon, j'avoue, ça nous a pas franchement réussi. Mais ça nous aura au moins permis d'explorer l'île et d'en dénicher les trésors de verdure et de sable fin. Alors oui, faut reconnaître que le sable fin, il était pas si difficile que ça à dénicher finalement. En fait, c'est même surtout pour ça qu'on a fait une virée vers l'est thaïlandais. Notre frénétique appétit de découverte des jours passés, parfois éprouvants, avait fini par nous conduire vers un soudain besoin d'évasion vers les plages immaculées qui bordent les côtes. Et devinez quoi ? Ça nous a très bien réussi. Et puis, comme toute bonne chose a une fin, Kokude marquera finalement la fin de notre périple thaïlandais qui s'est avéré plus palpitant que jamais. Tôt ou tard, on sait qu'on y reviendra. Mais pour l'heure, une interminable journée de transport nous séparait encore de la porte d'entrée de notre deuxième pays. Notre circuit au Cambodge nous a tout d'abord conduit vers Siem Reap au nord du pays. L'architecture de Siem Reap est en partie façonnée par un style colonial datant de l'époque du protectorat français. La ville s'articule autour du Psartchas, un marché traditionnel khmer très animé. Les étals de nourriture et de produits artisanaux y sont incalculables. Ça a même d'ailleurs été une nouvelle épreuve sur le plan olfactif. Mais l'énergie de ces scènes de vie nous faisait vite oublier ce que nos sinus enduraient. À la tombée de la nuit, une foule de petits stands de street food s'anime au bord du fleuve. On y a dégusté les meilleures spécialités cambodgiennes pour 3 fois rien. Autant vous dire qu'on n'a pas manqué d'y retourner. La ville est aussi très fréquentée par le tourisme. Pas moins de 3 millions de personnes affluent en masse des 4 coins du monde chaque année. Et c'est sans le moindre doute pour la même raison que nous, l'exploration des incontournables temples d'Angkor situés en bordure de la ville. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, les ruines des quelques 200 temples de ce site archéologique constituent la première attraction touristique du pays et témoignent de la grandeur de l'Empire Khmer qui a prospéré entre les 9e et 15e siècles. On a consacré 2 jours à l'exploration de ces monuments les plus emblématiques et on a été stupéfait par cette plongée dans l'histoire. Sur près de 40 000 hectares, chaque édifice dévoile un fragment de l'histoire d'une civilisation disparue. Après des siècles d'oubli au cours desquels la nature a lentement repris ses droits, le site a été redécouvert puis restauré pour préserver l'héritage d'un empire dont la capitale comptait parmi les plus grandes villes du monde. Pour clore notre séjour à Siem Reap, on a pédalé 1 heure vers l'est de la ville jusqu'au village de Chongneas. On savait pas tellement ce qu'on y trouverait à vrai dire. On savait juste que le village se situait au pied d'une colline au sommet de laquelle un temple valait le détour. Mais au final, on n'y est jamais monté, puisqu'on voulait plus quitter les habitants du village, qui avaient d'emblée fait de nous leurs invités de marque. Ils menaient une vie différente, humble et authentique. Notre périple cambodgien s'est poursuivi en bus vers le sud et par une brève halte par la capitale à Phnom Penh. Si notre cœur n'a sans surprise pas chaviré pour la ville, notre amour pour les marchés typiques et ses vendeurs ambulants, lui, s'est confirmé. Les visages nous fascinent et la simplicité locale émerveille.
Ce bref passage nous aura quand même permis de recharger un peu les batteries avant de remettre les voiles pour la suite de notre voyage. Pour sortir des sentiers battus et partir à la rencontre d'un autre Cambodge, on a fait escale dans la ville de Kampot, au sud du pays. La ville est réputée pour son atmosphère tranquille. On a longuement flâné au bord de son fleuve et dans ses rues et l'héritage colonial bien préservé. L'équilibre économique de Kampot repose en partie sur le commerce du poivre. Nichées entre de verdoyantes montagnes, certaines plantations sont ouvertes au public. On a pu y découvrir comment le très réputé poivre de Kampot est cultivé et réaliser ô combien sa place est importante dans l'économie de la ville et de sa région. Si le passage de touristes n'est pas si rare, c'est en partie parce qu'il y a beaucoup à voir autour de la ville. Comme ici, au mont Bokor. Dans les années 20, à l'époque du protectorat, les colons français y ont fondé une station de montagne pour échapper à la chaleur étouffante des basses terres. Et il reste possible d'en explorer certains vestiges. Ah oui, et ce qui nous a aussi beaucoup marqué, c'était ce moment. Notre première rencontre avec les singes. À ce moment-là, on était vraiment comme des gosses. En fait, Bokor est devenu avec le temps un parc national dont la très riche biodiversité est protégée. Donc autant vous dire qu'une immense communauté de primates y a peu à peu trouvé refuge, à l'abri des regards, ou presque. Ça nous a tellement fascinés d'échanger quelques regards avec eux et d'observer leur malice. Notre parenthèse balnéaire s'est prolongée à moins de 30 minutes à l'est de Kampot, où se trouve le petit village de pêcheurs de Kep. On y a exploré le pittoresque Crab Market, un marché essentiellement consacré aux crabes bleus, dont le commerce est un pilier pour l'économie du village. Et pour ce qui sera déjà notre dernière journée au Cambodge, on s'est dirigé vers l'île de Koh Tonsay, située à proximité directe de Kep. L'île étant surnommée Rabbit Island, on s'est demandé premier degré si elle était envahie de lapins. Spoiler alerte, on n'en verra aucun, puisque ce surnom est évidemment dû à la forme de l'île qui d'une certaine perspective ressemble à, devinez quoi ? Un lapin. Mais quoi qu'il en soit, lapin ou pas, cette journée au bord de l'eau nous aura permis de conclure de la meilleure des manières notre épopée cambodgienne. Avant de partir, le Cambodge était honnêtement pas le pays qu'on attendait le plus. Il nous a pourtant offert bien plus que ce à quoi on s'attendait. Un accueil chaleureux, des rencontres d'une grande simplicité, une bienveillance inconditionnelle. On changerait vraiment rien à notre expérience dans ce pays, qui nous a laissé sans voix. Et après de longues heures de bus couchette, très fréquents en Asie du Sud-Est sur les grands axes, on a enfin pu faire nos premiers pas vietnamiens dans la ville de Ho Chi Minh, au sud du pays. Historiquement appelée Saigon, la ville est rebaptisée Ho Chi Minh en hommage à son libérateur suite à la guerre du Vietnam et la réunification du pays en 1975. Malgré sa transformation urbaine, la ville conserve toujours des vestiges de la guerre et un musée en est même dédié. Et si à Bangkok on croyait avoir atteint le paroxysme de l'effervescence, Ho Chi Minh nous a prouvé le contraire. La ville est immense et il faudrait une vie entière pour en connaître tous les recoins. Son immensité n'est pas seulement géographique, elle est aussi humaine, économique et culturelle. Les gratte-ciels émergent de partout et côtoient les marchés traditionnels et les quartiers populaires à la vie trépidante. Et heureusement, au beau milieu de tout ça, on peut souffler un peu. Le parc Tao Dan nous a plus d'une fois offert une précieuse trêve de scooters et de forte chaleur. Les locaux viennent fréquemment y prendre l'air ou faire de l'exercice, comme ce drôle de sport qui combine foot et badminton. Ah oui, et c'est apparemment aussi un spot où des inconnus cirent les pompes des gens sans même leur demander leur avis. Mais bon, au moins j'avais les baskets nickel pour affronter à nouveau la cohue. Enfin bref, vous l'aurez compris, cette ville étouffe autant qu'elle fascine. Elle ne laisse certes aucun répit, mais aucun regret non plus.
Notre séjour dans la région s'est achevé par une journée organisée dans le delta du Mékong, au sud de la ville. Après un exceptionnel concert de musique traditionnelle alliant entrain et joie de vivre, on a lentement navigué sur les bras du fleuve, à l'ombre des plaines tropicales. Exactement ce qu'il nous fallait après l'asphyxiante atmosphère de Chi Minh. À quelques heures de route vers le nord, c'est d'ailleurs pour cette même raison que cette petite ville d'altitude est sortie de terre. À l'époque de l'Indochine, les colons français n'étaient pas plus que nous convaincus par le climat et l'environnement de Chi Minh. Ils se sont donc mis en quête d'une région où le climat s'apparente à celui de la France. Ainsi est née Dalat, petite station perchée à 1500 mètres d'altitude, à l'atmosphère fraîche et tranquille. Notre petit séjour dans la région aura essentiellement été marqué par des promenades en scooter autour de la ville et à profiter de la fraîcheur des environs. On a trouvé des endroits qu'on avait vraiment plus envie de quitter. Mais il était déjà temps pour nous de reprendre la route. Et comme si tout ça ne suffisait pas, ce qu'il nous fallait ensuite, c'était des plages de sable fin à perte de vue. À 2 heures de route de Dalat, nous attendait la ville côtière de Nha Trang, dont l'emplacement et le climat en font l'une des stations balnéaires les plus prisées du pays. Mais les touristes, pour la plupart russes et chinois, se concentrent essentiellement dans les mêmes zones, sans vraiment prêter attention à la population locale. Le contraste entre les luxueuses tours du littoral et l'authenticité qui subsiste à l'intérieur des terres est frappant. Et pourtant en fait, si on retourne 20 ans en arrière, la ville n'avait pas du tout la même allure. Il n'y avait pas un seul gratte-ciel à l'horizon et sa plage ressemblait plutôt à celle de Doklet, située à 1 heure de route de la ville et parfaitement immaculée. Ah oui, et c'était l'endroit idéal pour s'essayer au plume foot qu'on avait découvert une semaine plus tôt à Ho Chi Minh. Rien que pour vous, une petite compile de nos plus beaux échanges. Bon, si quelque chose nous aura bien réussi ce jour-là, c'est l'exploration des environs de Nha Trang au retour de la plage, là où l'authenticité n'a pas encore été bousculée. Mais 2 semaines plus tôt, notre passage de frontière vers le Vietnam ne s'était pas tellement passé comme prévu. On s'était fait surprendre par l'obligation d'obtention d'un visa spécial pour pouvoir rester sur le territoire plus de 2 semaines. On a donc dû précipiter notre départ du pays, avec en tête l'idée d'y retourner quelques semaines plus tard et explorer ces sublimes régions du Nord qu'on attendait tant. C'est donc sur son pays voisin qu'on a mis le cap, le Laos. Juste après avoir franchi la frontière, on s'est très vite aperçu que les infrastructures de transport qu'on imaginait, elles existaient tout simplement pas. On s'est retrouvé dans le petit village de Dan Savan où on a passé la nuit. Bon, on s'attendait pas tellement à devoir dormir ici. En fait, on a eu tellement de mal à se faire comprendre que c'est que le lendemain qu'on a enfin trouvé le seul bus qui nous permettrait de rejoindre la ville voisine. Ouais, parce que de base, les habitants de cette région du monde sont globalement pas les premiers de la classe en anglais, et c'est pas non plus notre niveau en laotien qui allait nous aider. Mais bon, quelques 7 heures de bus plus tard, on arrivait enfin à Ta Kek. Alors, vous ne verrez pas d'image de ce pittoresque village qui borde le Mékong. En fait, c'est plutôt pour explorer ce qu'il y a aux alentours qu'on est venu jusqu'ici, car croyez-moi, il y a beaucoup à voir. En fait, Ta Kek marque le point de départ d'une boucle très prisée des voyageurs, qui s'étend sur 5 jours et pas moins de 600 km. Et tout ça à moto. Oui, je vous ai menti. Nous, c'est sur notre petit scooter prénommé Scoopy qu'on vivrait l'expérience. Mais c'est bien grâce à lui qu'on a pu avaler tous ces kilomètres et prendre conscience de la beauté du paysage qui nous entourait. Ah oui, et la moto, c'était celle de Maya et Enzo, un couple de Français qu'on avait rencontré dès le premier jour dans une grotte. C'est donc avec eux et d'autres Français croisés en chemin qu'on a exploré les plus sublimes paysages de la région, comme la grotte de Konglor qui constitue l'endroit phare de la boucle. Cette grotte immergée se traverse en bateau à moteur sur ses 7 km de long qui en font l'une des plus grandes d'Asie. De l'autre côté, les motards les plus aguerris choisiront de continuer leur chemin. Mais la route y est réputée dangereuse.
Comme beaucoup d'autres voyageurs et malgré toute la bonne volonté de Scoopy, on a décidé de ne pas s'y aventurer. De toute façon, la boucle nous cachait encore bien de magnifiques paysages qu'on avait hâte d'admirer. Et c'est pas cet itinéraire alternatif qui allait nous décevoir. À chaque virage se dessinait une nouvelle perspective où le gris des pics karstiques émergeait du vert des arbres. Des scènes de vie surgissaient de toutes parts. On a même pu finir la boucle en troquant notre scooter pour des centaines de mètres de tyrolienne entre les formations rocheuses. Bref, c'était 5 jours d'une rare intensité et parsemés d'un sentiment de liberté qu'on n'avait jusqu'ici jamais ressenti. Plus au nord, c'est ensuite à Vang Vieng qu'on a passé quelques jours. Très tranquille jusqu'au début des années 90, la ville prend un tournant avant les années 2000, sous l'effet d'un tourisme en quête de sensations fortes, entre drogues et activités peu encadrées. Mais si on est venu jusqu'ici, et vu que la drogue c'est nul, c'est plutôt pour gravir les proéminentes montagnes environnantes, comme le Nam Ksae Viewpoint. Après 30 minutes d'une très rude ascension, entre lianes et structures de bambou, le sommet était à nous. Vu la chaleur écrasante, ces 30 minutes d'ascension nous ont semblé être un véritable défi sportif. Mais heureusement, on a pu trouver refuge dans la fraîcheur des immenses grottes de la province. Elles sont souvent avoisinées par une multitude de lagons qui nous ont offert des baignades bien méritées dans un cadre vraiment pas désagréable. Ah oui, et si on a renoncé à l'incontournable vol en montgolfière de Vang Vieng, pourtant l'un des moins chers au monde, c'est en raison du panorama étrangement voilé par un épais nuage de fumée. Ce phénomène s'explique par les méthodes agricoles locales qui consistent à fertiliser les terres par le feu. C'est ce qu'on appelle les brûlis. Mais bon, c'est pas ce qui allait ternir notre expérience au Laos. Enfin ça, c'est ce qu'on croyait, parce qu'on n'était pas au bout de nos peines. En arrivant à Luang Prabang, on a très vite compris que c'était pas ici qu'on échapperait aux brûlis et qu'on respirerait enfin de l'air pur. En fait, plus on montait au nord du pays, plus l'air et la visibilité se dégradaient. Pour autant, ça ne nous a pas empêché de profiter quelques jours de cette très belle ville. À l'époque du protectorat, Luang Prabang fut arboré, agrandi et paré d'une architecture coloniale. Malgré un tourisme grandissant depuis plus de 30 ans, son centre historique est très bien préservé, et la ville a su garder son authenticité. La nuit, un immense marché s'éveille dans l'artère principale du centre-ville. Et si on l'a souvent traversé, c'est en partie parce que de l'autre côté se trouve une grande place entourée de dizaines de stands de nourriture locale. On y était quasiment tous les soirs. On s'est quand même plusieurs fois aventuré dans la province, mais bon, on savait bien que le spectacle serait constamment étouffé par la fumée. Au bout d'une longue semaine sans le moindre rayon de soleil, on va pas vous cacher que l'atmosphère a fini par devenir pesante. Ces conditions auront doucement dissipé notre envie d'explorer, au point qu'on fasse une croix sur certaines destinations qui nous avaient été conseillées dans le nord. On a donc mis les voiles plus tôt que prévu vers le Vietnam, en quête d'un bout de ciel bleu. Notre périple dans le nord du Vietnam a commencé par Sapa, ville d'altitude proche de la frontière chinoise. À l'image de Dalat, que nous visitions quelques semaines plus tôt, ce sont les colons français qui ont fondé la ville pour échapper aux chaleurs estivales des basses-terres. Dont le décor n'est parfois pas sans rappeler nos montagnes françaises, Sapa profite d'un climat doux et agréable qui contribue à l'attractivité grandissante de la région. Si la ville est historiquement un haut lieu du tourisme dans le nord du Vietnam, c'est aussi et surtout parce qu'elle est nichée au pied d'une montagne bien particulière dont le sommet offre un point de vue imprenable sur la province. Pour en avoir le cœur net, on a sauté dans ce funiculaire qui nous a menés vers un vertigineux téléphérique parmi les plus longs au monde qui surplombe sur près de 6 km la vallée, recouverte de rizières. Il nous a permis d'atteindre le point culminant du Vietnam et l'un des plus hauts sommets d'Asie du Sud-Est, le mont Phan Xipan. Après les paysages enfumés du Laos, le toit de l'Indochine ne nous a pas fait de cadeau non plus, et nous a réservé un accueil brumeux, fidèle à sa réputation. Mais les jours suivants s'annonçaient ensoleillés, et ça tombait plutôt bien. Car quelques jours plus tôt, on rentrait en contact avec So, qui, vous l'aurez deviné, est francophone.
Il propose des excursions à la rencontre des minorités ethniques des hauteurs de Sapa, dont il est originaire. On a partagé cette expérience avec 6 autres Français, avec qui nous nous sommes très vite liés d'amitié. Pendant 2 jours, So nous a guidés entre les villages isolés et les exceptionnelles rizières en terrasse des environs. Ici, chaque minorité parle sa propre langue, a ses propres traditions et modes de vie, ce qui rend cette région d'une richesse culturelle hors du commun. Au fil des sentiers, entre rizière et rivière, on a rencontré un monde d'une hospitalité débordante qui a su préserver ses coutumes au fil du temps et le plaisir de les partager. Et à l'image des communautés locales, So nous a accueillis chez lui comme des membres de sa propre famille. Un moment qui restera, pour Manon comme pour moi, l'un des plus marquants du voyage. C'est ensuite par la capitale du pays, Hanoï, qu'on a fait étape quelques jours. Le paysage urbain de l'ancienne capitale de l'Indochine française est marqué par ses grandes artères arborées où se côtoient harmonieusement le passé et le présent. Les rues sont animées d'une infinité de scènes de vie, simples et pourtant si captivantes, dont on se lasse toujours pas. On n'allait bien sûr pas passer à côté des spécialités locales, comme le banh mi ou l'emblématique egg coffee, mais pour ne rien vous cacher, notre curiosité a quand même eu quelques limites. La ville a traversé les siècles. Certains édifices historiques portent une forte empreinte coloniale, mais le vieux quartier d'Hanoï tire ses origines du XVe siècle, période où les artisans de la région s'y sont regroupés et organisés sous forme de coopératives. Chaque métier avait alors une rue dédiée. Ces anciens temps ont laissé des traces dans l'arborescence du quartier autour duquel s'articule la ville. L'histoire et les légendes du Vietnam se racontent à travers le célèbre spectacle de marionnettes sur l'eau. On n'y a honnêtement pas compris grand-chose, mais c'était un régal pour les yeux. À la tombée du jour, les incontournables marchés de contrefaçon s'éveillent. Certaines reproductions frôlent la perfection, quand d'autres sont un peu plus approximatives. Moi, je suis reparti avec un maillot de l'équipe de France que j'ai fièrement arboré dans les rues illuminées de la nuit d'Hanoï. Ah oui, et bien sûr, on n'allait pas quitter la capitale sans un passage par la mythique Train Street. Cette rue très étroite et bordée d'habitations est traversée par une voie ferrée où les trains circulent quotidiennement. Quand la sirène retentit, la vie se retire doucement des rails et libère l'accès, puis reprend son cours jusqu'au prochain retentissement. Un autre spectacle, mais cette fois œuvre de Dame Nature, se trouve en direction de l'ouest. Après quelques heures de bus puis une traversée en ferry, on a accosté sur l'île de Catba. C'est avec Camille et Antoine, couple de Français avec qui nous avons fait connaissance à notre arrivée ici, que nous sommes partis explorer l'île et en gravir le point culminant. Si on est une nouvelle fois privé de soleil au sommet, la vue est tout de même bien dégagée et la récompense en haut est exceptionnelle. Pour vous dire, j'ai pris une photo au sommet qui est 2 ans plus tard toujours le fond d'écran de mon téléphone. Mais si on a fait tout ce chemin depuis Hanoï, c'est aussi et surtout pour ce qu'on verrait le lendemain. Avant même que mûrisse en moi l'idée de partir un jour explorer l'Asie, je m'étais souvent dit que la baie d'Along était l'un des plus beaux endroits au monde et méritait à elle seule un aller-retour dans le continent. Et c'est aujourd'hui qu'on y mettait les voiles, en partant de sa petite sœur moins fréquentée, mais tout aussi stupéfiante, la baie de Lan Ha. Sculptés par le temps, les pics calcaires de la baie constituent une merveille géologique. Leur formation est l'œuvre de millions d'années de sédimentation, érosion et mouvements tectoniques. C'était vraiment irréel de naviguer et même nager au beau milieu de tout ça. Mais pour d'autres, c'est que le quotidien. De véritables communautés vivent sur une multitude de villages flottants cachés entre les îlots. Traditionnellement, ces villages vivent essentiellement de la pêche. Comme sur la terre ferme, on y trouve des maisons, écoles ou même quelques petites boutiques. Bien qu'installées depuis des générations, ces communautés voient leur mode de vie peu à peu s'éroder, victimes d'une pollution croissante. Les habitants sont pointés du doigt pour leur impact écologique, alors que le tourisme de masse dégrade sûrement bien plus cet écosystème unique au monde. Cet endroit est extraordinaire et mérite d'être soigneusement protégé. On repart avec des souvenirs impérissables de cette expérience qui aura été parmi les plus marquantes du voyage.
Un peu plus au sud, dans la province de Ninh Binh, se trouvent d'autres formations rocheuses qui émergent des plaines inondées de la région. Une véritable forêt de pitons karstiques se dévoile au fil de l'ascension des quelques centaines de marches de cette montagne de calcaire. Pas besoin de vous expliquer pourquoi ce paysage est surnommé la baie d'Along terrestre. L'après-midi même, c'est sur les rivières qui serpentent entre les pics qu'on a poursuivi notre découverte du site. Si au pied de ces montagnes le spectacle était grand, on s'est jamais senti aussi petit. La roche s'est au fil du temps laissée sculpter par l'eau, dont l'érosion en a même creusé de longs passages souterrains. Et si Ninh Binh est encore relativement épargnée par le surtourisme, elle n'a pourtant rien à envier à la célébrissime baie d'Along et vaut absolument le détour. La province abrite aussi le sanctuaire bouddhiste le plus important du Vietnam et d'Asie du Sud-Est, Baï Dinh. Ce complexe de temples regorge de trésors et d'édifices religieux ornés de symboliques. Il représente plus de 500 hectares et est d'une immense richesse culturelle et architecturale. On a passé la journée entière à contempler ces édifices, puis on a profité une dernière fois des paysages de Ninh Binh avant notre long trajet en bus de nuit qui nous attendait le soir même. Au bout de ces longs kilomètres jusqu'au centre du Vietnam, nous attendait la ville de Hue. L'ancienne capitale impériale, qui repose au bord de la très large rivière des Parfums, abrite de nombreux édifices historiques du temps des dynasties. Sa cité impériale était ni plus ni moins l'immense résidence des empereurs et des familles royales du Vietnam au XIXe siècle. Mais sa très réputée cité impériale n'est pas la seule à faire de Hue une ville qui suscite la curiosité. 2 salles, 2 ambiances, on est allé le soir même en périphérie de la ville où siège le parc aquatique de Ho Tuy Tien. Bon, je pense pas avoir besoin de vous préciser que le parc est à l'abandon depuis plus de 15 ans. En fait, il a été en activité pendant seulement 4 ans avant de fermer ses portes pour des raisons financières. Si les 50 hectares du parc sont aujourd'hui envahis de végétation et en piteux état, l'étrange atmosphère qui y règne est extrêmement singulière. Le temps semble s'être figé, et chaque recoin paraît chargé de souvenirs. Et un peu plus loin, mais tout aussi singulier, le gigantesque cimetière de Han Bang. Si on a pu l'explorer le lendemain, c'est parce qu'on a cette fois pu esquiver le bus en faveur d'un sensationnel trajet organisé en scooter pour rejoindre la ville voisine. On a pu profiter des plus beaux paysages de la région, le long de la Hai Van Pass, une longue route côtière qui serpente ensuite entre les lacs et montagnes de la province. Cette expérience n'était pas sans nous rappeler la boucle de Ta Kek qui nous avait tant marqué un mois plus tôt. Cette route nous aura menés jusque vers le col de la Hai Van, derrière lequel se cachait notre ultime étape vietnamienne, Hoi An. Au premier abord, Hoi An nous a paru presque déserte. Vu la chaleur littéralement écrasante, rares sont ceux qui osaient s'aventurer à l'extérieur. Et puis à la tombée du jour, la ville s'est peu à peu éveillée, puis même métamorphosée. Hoi An a vu le jour grâce à son emplacement, qui a permis de faire de la ville l'un des ports de commerce les plus prospères du Vietnam pendant des siècles. Dans ce contexte, la ville a longtemps accueilli des communautés de marchands venant de multiples régions du monde. Cette diversité culturelle a laissé une empreinte indélébile sur les coutumes de la ville, à l'image des fameuses lanternes qui en sont devenues un symbole emblématique. La nuit, elles illuminent les rues sinueuses et le fleuve, donnant chaque soir à la ville une atmosphère qu'on a trouvée hyper chaleureuse. Le lendemain, on a expérimenté une promenade sur l'eau à bord des emblématiques basket boats. Historiquement, ces embarcations en forme de panier étaient principalement destinées à la pêche. Mais aujourd'hui, c'est surtout à des fins touristiques que ces bateaux sont utilisés. En témoignent toutes ces animations. Qui peut se vanter d'avoir déjà assisté à un karaoké sur l'eau depuis un panier ? Ça n'avait aucun sens, mais c'était vraiment hilarant. Et c'est sur ces notes de musique douteuses qu'on s'apprêtait à mettre un terme à ces 5 semaines inoubliables au Vietnam. Le pays nous a livré des trésors insoupçonnés, entre son histoire pleine de symboles et ses paysages tous plus incroyables les uns que les autres. Et on n'oubliera rien de tout ça. À la base, notre voyage en Asie du Sud-Est ne devait se limiter qu'à 2 mois et aux 4 pays jusqu'ici explorés. Mais une fois sur place, impossible d'accepter cette fin de voyage qui nous semblait si prématurée.
On avait la chance de ne pas avoir d'impératif en France, alors on a décidé de prolonger notre road trip. C'est donc un peu par hasard qu'on s'est retrouvé dans le plus grand archipel du monde, l'Indonésie. Parmi les quelques 17 500 îles indonésiennes, c'est sur la petite Nusa Penida qu'on a fait nos premiers pas sur l'archipel. Et on est loin d'être les seuls à avoir eu cette idée. L'île a de plus en plus de succès auprès des voyageurs. Tous les vans de touristes convergent vers ses plus belles plages, comme celle de Diamond Beach. Et en vrai, on comprend pourquoi. Difficile de résister à cette eau turquoise au pied de ces falaises vertigineuses. Bon, des falaises, l'île en est bordée de toutes parts. Mais certaines ont leur petite particularité qui leur donne un charme singulier, comme cette grotte marine dont le toit s'est effondré, laissant cette arche naturelle comme seul vestige. Pour s'offrir un instant privilégié loin des foules, il suffisait parfois de marcher ne serait-ce qu'une dizaine de minutes vers les bords de mer inaccessibles en transport. On tombait parfois sur des plages isolées qui semblaient presque nous être réservées. Mais bon, on va pas se mentir, même les spots les plus touristiques ont été très loin de nous déplaire. Vous connaissez forcément la fameuse Kelingking Beach et ses falaises en forme de dinosaure. C'est sans doute à elle seule que Nusa Penida doit son fulgurant succès, et je pense que même les singes n'y sont pas insensibles. En même temps, du haut de ces falaises de 150 mètres de haut, la superbe vue sur l'océan Indien en vaut vraiment le détour. En bref, on aura passé 4 jours incroyables sur l'île, et on comprend maintenant mieux pourquoi tout le monde en parle. Mais vous savez peut-être qu'elle n'est pas la plus connue de l'archipel, et vous allez très vite comprendre pourquoi. À 30 minutes de bateau, nous attendait Bali. Ici, on a vite compris que pour savourer les bains de soleil sans les bains de foule, il valait mieux régler son réveil aux aurores. Ce matin-là, on est arrivé au très réputé rizière en terrasse de Tegalalang avant même l'ouverture. On était quasiment seuls, le contexte idéal pour contempler et s'immerger dans ce décor naturel et culturel. Plus loin, les 600 hectares de rizières de Jatiluwih impressionnent tout autant. Elles sont le fruit du Subak, système d'irrigation ancestral destiné à faire prospérer les cultures de riz. Il a profondément marqué l'histoire de l'île en sculptant au fil du temps ces paysages qui font aujourd'hui sa renommée. Vu notre fascination pour les singes, on n'allait bien sûr pas passer à côté de la fameuse Monkey Forest. Située au cœur de la ville d'Ubud, la forêt abrite des centaines de singes très loin d'être timides et qui savent se donner un spectacle. Mais parfois, la nature aussi sait se donner un spectacle. C'était incroyable. Au cœur de la jungle balinaise, cette cascade assourdissante de 50 mètres figure parmi les plus réputées de l'île. À ses pieds, face à tant de puissance, on se sentait minuscule, voire presque insignifiant. En fait, l'île est couverte de ces merveilles naturelles, et leur accès entre les plantes tropicales mérite souvent à lui seul l'excursion. Bon, c'est vrai que la région est quand même assez fréquentée, mais difficile de ne pas tomber sous son charme. Je peux vous dire qu'on aurait volontiers prolongé un peu le séjour. Et si on ne l'a pas fait, c'est parce qu'on avait entendu parler de Sidmen. Sidmen est un village un peu plus au nord, encore épargné du tourisme de masse. Ici, les paysages paraissent plus authentiques. Les habitants semblent mener une vie vraiment tranquille. C'est exactement l'ambiance balinaise dans laquelle on espérait s'immerger en venant ici. Le village est encerclé de rizières à perte de vue, dont on se lasse toujours pas. Elles se mêlent aux cultures de piments rouges, entre lesquelles on a longé les cours d'eau. On a croisé plein de regards bienveillants des locaux qui semblaient nous souhaiter la bienvenue. En tout cas, c'est comme ça qu'on les a interprétés. Mais il n'est pas si rare de croiser des voyageurs aux alentours. Comme nous, beaucoup viennent pour profiter des environs, comme la cascade de Gembleng. Au fil du temps, les chutes d'eau ont sculpté la roche et ont donné naissance à de petits bassins qui surplombent la vallée. De quoi s'offrir un bain frais avec une vue pas si désagréable. Sidmen est aussi connu pour son petit atelier familial de création de bijoux en argent.
Du métal brut jusqu'aux dernières finitions, et bien sûr accompagné des artisans, Manon a fabriqué sa propre bague gravée de nos initiales et aujourd'hui encore imprégnée de souvenirs. Le succès grandissant de la région s'explique aussi par ses nombreux volcans actifs, parmi lesquels figure le mont Batur. On s'est attaqué à son ascension bien avant l'aube le lendemain, à la lueur de nos frontales. Des dizaines de touristes ont eu la même idée, mais qu'importe, le lever de soleil au sommet sera dingue. Mais une fois en haut, rien. On a longuement attendu dans l'espoir d'un éclat, mais la brume n'avait pas l'intention de se dissiper. Mais s'il y en a bien un seul qui s'est régalé, c'était mon drone. Bon, honnêtement, on est redescendu avec une pointe d'amertume et des cernes marquées par notre bien trop courte nuit, mais rien de dramatique, car vous verrez qu'on tardera pas à avoir notre revanche. Toujours en quête de contact avec la nature, c'est par le village d'altitude de Munduk qu'on a décidé de conclure notre itinéraire balinais. Ces alentours sont bien moins pris d'assaut par le tourisme qu'ailleurs. Pourtant, il y a beaucoup à voir dans les forêts avoisinantes. Certaines sont libres d'accès et sont traversées par des sentiers de randonnée qui longent d'impressionnantes cascades. Bon oui, je sais, vous vous dites que je m'apprête encore à vous parler d'une énième chute d'eau dans la jungle. Peut-être qu'à l'image ça devient lassant, mais je vous assure que pour nous c'était toujours une expérience unique. Et paradoxalement, ici on a un peu découvert un autre visage de Bali, celui qu'on voit moins sur Instagram. En fait, étonnamment, les touristes se font encore assez rares dans la région, alors qu'elles méritent au moins autant le détour que là où les foules se concentrent. Donc c'était vraiment le meilleur contexte pour une immersion authentique. Bon, on a quand même fini par découvrir un tourisme qui tend à gagner un peu de terrain, et la mafia indonésienne est la première à vouloir en tirer profit en érigeant de faux péages à l'entrée de certaines zones. Mais quelles que soient les conditions, cette escapade à Munduk était une parfaite option pour s'imprégner de la nature balinaise et couronner notre itinéraire sur l'île des dieux. Car oui, il était temps pour nous de rejoindre son île voisine, la plus peuplée au monde, Java. Java abrite à elle seule une quarantaine de volcans actifs, parmi lesquels se trouve le très réputé Kawah Ijen qui culmine à 2300 mètres d'altitude. Une fois au sommet de son cratère, s'est dévoilé à nous l'incroyable turquoise du lac le plus acide de la planète. C'est essentiellement grâce à lui qu'Ijen doit toute sa renommée. Ce phénomène géologique a révélé un important gisement de soufre, exploité à main nue par les extracteurs dans des conditions de travail extrêmes. Car au-delà des vapeurs qui puent fortement, on va pas se mentir, les gaz sont toxiques et irrespirables. Malgré les masques à gaz, on avait du mal à respirer et on a dû renoncer à approcher le lac. Plus loin, c'est au très réputé volcan de Bromo qu'on s'est attaqué. À son pied, les jeeps de touristes émergent de temps à autre de cette vaste mer de cendres volcaniques. L'horizon est étouffé par un épais brouillard duquel le cratère peine à se dévoiler. On perçoit juste un grondement qui se fait de plus en plus sourd. Je perdais parfois Manon de vue, portant à peine 10 mètres devant moi. On a encore longuement attendu dans l'espoir de voir surgir l'horizon, et cette fois le vent a tourné en notre faveur. S'est alors dévoilé sous nos yeux l'immense cratère de Bromo. Au fil des siècles, il a empreint les paysages de ses coulées de magma et a donné naissance à de stupéfiantes textures autour de lui. Et comme souvent en Indonésie, on se sentait littéralement insignifiant aux abords du volcan. Le cratère et son atmosphère embrumée dégageaient une puissance hors du commun. Après cette ambiance terne, la ville de Malang nous a accueillis dans un déluge de couleurs. Bon, pas besoin d'en mettre partout non plus, mais à Jodipan en tout cas, c'était un vrai régal pour les yeux. Ces façades colorées sont nées d'une initiative étudiante destinée à redorer l'image de certains quartiers insalubres et voués à l'oubli. Le projet a littéralement métamorphosé le quartier et lui a même donné un second souffle.
Il est quotidiennement exploré par les habitants de Malang et les voyageurs du monde entier, ce qui a contribué à sortir de la pauvreté des dizaines de familles. Mais c'est pas seulement pour cette escapade colorée qu'on a séjourné dans la ville, car à 2 heures de route de Malang se cachent les exceptionnelles chutes d'eau de Tumpak Sewu. L'accès est particulièrement escarpé et vertigineux, un véritable parcours du combattant de 2 heures sur un sentier tout sauf entretenu. Mais une fois en bas et surplombé par ces dizaines de cascades, on comprend soudainement pourquoi on s'est donné tant de mal pour partir à leur rencontre. Pas besoin de vous expliquer pourquoi, les images parlent d'elles-mêmes. On savait même plus où donner de la tête. Et c'était au pied de ces chutes d'eau que s'achevait notre périple indonésien. Le pays ne figurait à l'origine pas sur notre carnet de voyage, mais Nusa Penida, Bali et Java ont joué un rôle crucial dans les souvenirs qu'on gardera de ce road trip. On a rencontré une population hyper accueillante, toujours prête à partager un sourire ou une histoire. Bien sûr, il faudrait plusieurs vies pour voir la moitié des merveilles qu'abrite l'archipel. Mais on était déjà bien loin d'imaginer qu'on verrait tout ce qu'on a vu. Ce dont on est sûr, c'est qu'on avait une seule idée en tête en quittant l'Indonésie, y revenir un jour. Tout comme l'Indonésie, on n'avait pas vraiment planifié un passage en Malaisie. On avait même honnêtement une petite appréhension avant d'arriver à Kuala Lumpur, puisqu'on était à ce moment-là plus en quête de végétation que de béton. Et on savait que notre itinéraire malaisien n'irait pas au-delà de la capitale, faute de temps. Mais on avait une bonne raison de venir ici. On prévoyait d'y retrouver Axel, une amie à moi de longue date qui m'en avait souvent vanté les mérites auparavant. Elle s'y est installée il y a maintenant plusieurs années et en est tombée sous le charme. Et plus les heures défilaient, plus on comprenait pourquoi. Kuala dégage quelque chose qu'on n'avait pas encore rencontré en Asie du Sud-Est. La ville n'est pas envahie par le chaos urbain qu'on avait jusqu'ici toujours connu dans les grandes villes. Elle est pourtant très contrastée. Ici, les quartiers traditionnels subsistent au cœur d'une métropole tournée vers le monde et ultramoderne. Les édifices historiques côtoient harmonieusement les immeubles qui poussent comme des fleurs. Et au sommet de certains d'entre eux, comme celui où vit Axel, sont perchées des piscines avec vue sur l'impressionnante skyline. De quoi contempler la verticalité de la capitale et ses quelques 200 gratte-ciels. Parmi eux se dressent les emblématiques tours Petronas, symbole de l'essor économique de Kuala et son rayonnement international. Leur architecture est un subtil concentré des composantes de sa population. Car si le nom de la ville signifie en malais confluence, en référence à ses cours d'eau, il pourrait aussi bien évoquer la confluence ethnique, culturelle et religieuse dont jouit la capitale depuis l'ère coloniale. Sous l'impulsion des Britanniques, Kuala a attiré des travailleurs principalement d'origine chinoise et indienne pour exploiter ses gisements miniers. Au fil du temps, la ville s'est rendue incontournable pour ses opportunités et infrastructures, et elle a su garder toute son attractivité. Aujourd'hui, les nombreuses communautés cohabitent encore ici. Leurs traditions et modes de vie s'entremêlent parfaitement, et ça en donne un paysage culturel ultra riche. On avait conscience d'être passé bien trop vite en Malaisie, mais le temps commençait à presser et l'appel du sud de la Thaïlande était trop fort. En tout cas, l'expérience d'Axel dans la capitale nous a offert la meilleure immersion possible et on pouvait pas espérer un meilleur séjour à Kuala. Notre retour en Thaïlande avait comme une odeur de faim. On s'apprêtait à passer nos ultimes semaines en Asie, et je commençais à prendre peur que Manon m'abandonne pour un charmant Thaïlandais. Mais heureusement, il n'a pas su la conquérir. Manon a préféré rester à mes côtés pour remonter la Thaïlande de plage en plage jusqu'à Bangkok, d'où on prévoyait de repartir en France. On est d'abord passé par la province de Krabi. Ces paysages comptent parmi les plus exceptionnels du pays, et pour en avoir le cœur net, on a pris un peu de hauteur vers Tiger Cave. Tiger Cave est un temple bouddhiste perché au sommet d'une des nombreuses collines karstiques de la région. Une fois en haut, on était récompensé d'une vue dégagée sur toute la province. Et on était ravis parce que c'est exactement les paysages qu'on espérait voir en venant ici. Mais il faisait extrêmement chaud et ça, même les singes ne s'y trompent pas.
Le lendemain, on s'est alors décidé à faire comme eux. On a pris la mer en direction de Riley Beach, accessible uniquement par bateau. Ça a dévoilé à nous une plage paradisiaque qui commençait pour nous presque à devenir banale, tant on en aura croisé au cours des derniers mois. Mais c'est jamais assez, vous nous le pardonnerez. On a donc passé la journée à lézarder sur la péninsule bordée de falaises, dans les eaux chaudes de la mer d'Andaman. Et puis petit à petit, le soleil s'est réfugié derrière les nuages, et à ce moment-là, on se doutait pas vraiment qu'on ne le verrait plus de sitôt. Car malheureusement, cette période de fin du mois de mai marque un tournant entre les saisons thaïlandaises. Comme un signe d'une fin de voyage en approche, l'atmosphère se rafraîchit et les pluies se font de plus en plus fréquentes. Malgré tout, on est bien décidé à profiter des rares éclaircies qui surgiraient de la grisaille. On a donc poursuivi notre remontée par une étape au cœur de la magnifique baie de Panga. Certaines populations insulaires y ont persisté, à l'image des 2000 habitants de Koh Phangan, petit village de pêcheurs d'origine indonésienne. Ici, les maisons, les écoles ou encore les restos sont construits sur pilotis et reliés par des passerelles en bois. Aujourd'hui, Koh Phangan vit principalement du tourisme grandissant que connaît la baie, mais le village a su garder tout son charme d'antan et est vraiment à voir lors d'un passage dans la province. Et si Panga s'est peu à peu ouverte au tourisme à l'aube des années 80, c'est entre autres suite au passage de James Bond. Oui, vous avez bien entendu. Après le tournage de certaines scènes de 2 des films de la saga, le taux de fréquentation du site a nettement progressé. Mais dans tout ça, la pluie n'avait pas l'intention de se faire oublier. On passait notre temps dans nos chambres d'hôtel en espérant que le déluge s'estompe. Et plus on regardait la météo, plus on prenait conscience que notre cas ne s'arrangerait pas. On a donc décidé de faire une croix sur les quelques destinations qu'on avait prévu d'explorer dans le sud du pays. On se dit que cette pluie nous donnera une excellente raison de revenir saluer la Thaïlande à l'avenir, qui nous cache du nord au sud encore bien des choses. Et comme un symbole, on est retourné à Bangkok, qui nous avait tant bouleversé à notre arrivée 4 mois plus tôt, et qui nous verra finalement regagner l'Europe, grandie de cette aventure. Et voilà, on y était. Le moment tant redouté du retour vers la réalité. Le terme de 4 mois d'une rare intensité émotionnelle, alimentée de découvertes, de rencontres et de défis que jamais on ne pensait pouvoir vivre un jour. De Bangkok à Kuala, en passant par Siem Reap, Takek, Sapa ou Jodipan, chaque kilomètre parcouru a laissé sa trace parmi les nombreux souvenirs qu'on gardera de ce voyage. On aura exploré des grottes géantes, gravi des volcans, nagé dans la baie d'Along, vu les temples d'Angkor et tant d'autres endroits tellement insoupçonnés. Et bien au-delà des paysages, on aura expérimenté une autre manière de voir le monde, en lâchant prise et en appréciant l'essentiel. Et une chose est sûre, maintenant qu'on sait ce qu'une telle expérience peut procurer, on ne sait pas où ni quand, mais on repartira un jour. Alors avec tout ce que ce voyage nous a apporté, le meilleur qu'on peut vous souhaiter est de trouver un jour la force de mettre un sac sur le dos et de partir aussi loin que possible.